Gbagbo a finalement renouvelé les contrats. L'exportation de café et de cacao est dominée par des grosses entreprises américaines, dont Cargill et ADM. Oui, ça fait quand même des jours que je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis 3 mois? La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec 1 200 000 tonnes par an. Alors c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi? Réponse: des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves de cacao, un imbroglio politico-économique, pour citer le site spécialisé, le blogfinance.com, imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. L'après-Gbagbo commence bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio exactement? Je vais simplifier et résumer. En matière de spéculation, il faut toujours simplifier et résumer. Alors, le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur Afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Et c'est là que ça se corse, parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors, l'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export de cacao paralysé. Donc ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation. Bien vu, car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Et Anthony Ward et Loïc Folorou ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Bis repetita, ça s'est passé le 24 janvier dernier. Ouattara, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union européenne, annonce le gel des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Alors, les cours mondiaux immédiatement ont pris 6%. On est monté jusqu'à 3 666 $ la tonne de cacao. C'est le niveau le plus élevé depuis 1979. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Anthony Ward et Loïc Folorou ont revendu leur stock, empoché les bénéfices. Et du coup, comme ils ont revendu, les prix sont immédiatement retombés. Vous savez maintenant pourquoi les prix du chocolat n'augmentent pas. La société Armajaro stocke d'avance et revend à mesure pour empocher les bénéfices. Alors précisons 2 choses. 1, c'est que cette spéculation est parfaitement légale, et que 2, elle est parfaitement connue des milieux d'affaires et boursiers spécialistes de l'Afrique et du cacao. Il pourrait attendre davantage et gagner encore plus d'argent s'il laissait le cours flamber. Oui, mais en matière de spéculation, il ne faut pas trop attendre non plus. Comme l'expliquait le journal Le Monde dès le 24 février, je cite, « La résolution du conflit pourrait faire retomber brusquement les cours. Un bon tien vaut mieux que 2, tu l'auras. » Voilà. Conclusion, M. Ouattara commence son règne, si jamais il advient, par un enrichissement spéculatif en profitant de la guerre civile et de la crise. Je trouve que c'est moyen cool là, et pas très bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, dans tous les cas. Les richesses pétrolières offshore, vous voyez, au large de la Côte d'Ivoire, qui intéressent beaucoup les Américains et les Français. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'Alassane Ouattara soit plus l'homme des Français que des Américains. On risque d'avoir des déconvenues géopolitiques de ce côté-là. Dans le cas du pétrole qu'on a maintenant découvert, et en particulier de ce 4e gisement, le gisement Baobab, pourquoi les Américains s'y intéressent-ils? Eh bien, pour une raison simple, c'est que ces gisements-là sont et seront offshore. Et les Américains, présentement, ne s'intéressent sur la côte de l'Afrique et dans le golfe de Guinée qu'aux gisements offshore, parce que ce sont des zones calmes, forcément, par définition. Aucune guerre civile ne peut menacer un gisement offshore. Et c'est ce qui les intéresse en Côte d'Ivoire, parce qu'actuellement, ils sont en train d'essayer de mettre la main sur tout ce qui peut leur fournir du pétrole au cas où leur échapperait l'énorme réserve, l'énorme richesse du Moyen-Orient. Il faut aussi et surtout compter avec le golfe de Guinée, qui se présente aujourd'hui comme le centre d'intérêt des pays à la recherche de la sécurité énergétique dont font partie la France et les États-Unis. Le golfe de Guinée dispose d'un des plus grands gisements sous-marins de pétrole connus au monde. Avec 24 milliards de barils de réserves de pétrole prouvées,
Cette partie du continent, qui est la synthèse de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale, est de loin la première région pétrolière africaine, avec des pays comme le Nigeria, l'Angola et la Guinée équatoriale, qui figurent au peloton de tête des pays producteurs de pétrole du continent. Avec une production de 4,5 milliards de barils par jour, le golfe de Guinée est devenu une région des plus prometteuses, renfermant du pétrole brut de qualité, facile à raffiner. La forte attractivité de cette région suscite des convoitises de plus en plus grandes de la part des consommateurs. Les Européens, qui ont une influence traditionnelle, les Américains, qui entendent s'y positionner solidement et durablement, sans oublier les Chinois, qui sont en embuscade. Ces gisements offshore, présentant alors l'avantage d'être protégés des conflits armés de la région, garantissent une production relativement constante et sûre des exportations plus faciles vers l'Europe et les États-Unis. Le golfe de Guinée émerge donc aujourd'hui comme un nouveau centre de gravité énergétique et devient désormais le théâtre d'influences mutuelles entre la France et les États-Unis. Sait-il seulement, le président ivoirien, qu'il est pris au piège de la bataille américano-française pour le contrôle du golfe de Guinée? La Côte d'Ivoire demeure un pays essentiel, avec son hub port, le deuxième d'Afrique après celui de Durban en Afrique du Sud, sa position médiane sur la côte atlantique et ses infrastructures économiques inégalées en Afrique de l'Ouest. Toutes choses qui devraient permettre des exportations rapides vers l'Europe et l'Amérique au départ du golfe de Guinée. Laurent Gbagbo, s'il n'a pas réellement touché aux intérêts français, Total vient de se voir accorder un important champ pétrolier, Bouygues et Bolloré n'ont rien perdu, il a lui aussi fait jouer les appels d'offres, invité de nouveaux acteurs économiques qui, craint Paris, pourraient se rapprocher ainsi du golfe de Guinée. Derrière le maintien ou non de Gbagbo au pouvoir, se joue le contrôle du golfe de Guinée, cet Eldorado pétrolier que Français ou Américains, en perte de vitesse dans le monde arabe et unis pour cette fois, ne souhaitent pas voir passer en d'autres mains. À leurs yeux, Alassane Ouattara, ami personnel de Sarkozy, ancien directeur du FMI, gestionnaire libéral, représente un interlocuteur beaucoup plus crédible que Gbagbo le nationaliste. En Côte d'Ivoire, vers la fin des années 70, le premier président, Houphouët, déguste sa première coupe de champagne, le sous-sol de son pays, selon des découvertes en sa possession, renfermant du pétrole de meilleure qualité, à faible teneur en soufre, un brut doux fort apprécié par les économies américaines et européennes. Le vieux Houphouët, affectueusement appelé le vieux crocodile, un homme d'État très averti qui connaît les appétits voraces des prédateurs du pétrole, refuse de se lancer tout de suite dans une politique d'exploitation de l'hydrocarbure. Sa longévité politique en dépendait, confiait-il. À la mort du patriarche, Henri Conan Bédier, son successeur, n'a pas rompu avec la France, s'engageant totalement dans les sillons tracés par son géniteur politique, Houphouët-Boigny. La réalisation de tous les pans de son projet Éléphant d'Afrique était confiée à des entreprises françaises. En 2000, Laurent Gbagbo, l'opposant historique à Houphouët-Boigny, arrive au pouvoir. Alassane Ouattara, écarté de la présidentielle par la Cour suprême pour nationalité douteuse, promet de ne pas attendre 5 ans, la durée constitutionnelle du mandat présidentiel, pour monter aux affaires. La France venait de trouver là un pion pour engager la bataille contre Laurent Gbagbo, dont le nationalisme exacerbé, murmure Paris, pourrait freiner les velléités hégémoniques de la coalition franco-américaine sur le continent. Dans l'entourage de Gbagbo, l'idée d'une monnaie ivoirienne est évoquée. La fermeture du 43e bataillon d'infanterie et de marine et le départ des militaires français sont envisagés par Mamadou Koulibaly, le numéro 2 du régime. Gbagbo entend aussi réviser des contrats léonins passés par Ouattara avec Bouygues. La manne pétrolière doit être revue à la hausse au profit de son pays. En outre, en 2002, la Côte d'Ivoire, porte d'accès au golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest, ne cachera pas son intention de s'ouvrir largement à la Chine, ce pays qui tire déjà 30% de son pétrole brut de l'Afrique. Beijing octroie des crédits en dollars aux pays africains sans exiger de contrepartie, prenant le contre-pied des règles du jeu par lesquelles Washington exerce habituellement son contrôle via la Banque mondiale et le FMI. Cette main tendue à la Chine signera l'inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste des pays essentiels à occuper par tous les moyens pour le contrôle sans partage du golfe de Guinée.
2 ans plus tard, en 2002, le pays est déchiré par une rébellion particulièrement violente préparée par Paris et le Burkina Faso. Suivront alors des appels incessants avec un flot de justifications douteuses à des interventions humanitaires. La coalition franco-américaine n'attendait pas mieux. La stratégie de l'occupation militaire est en passe de fonctionner avec Paris au devant. Et je vous assure que c'est pas